Cosa Vostra. Le taux de churn va varier énormément en fonction de l'offre, en fonction de l'ancienneté des abonnés. Ouais. Je vois vraiment quand on fait les budgets sur les abonnés les plus anciens, on a un taux de churn qui est très stable, qui est très faible. Voilà, ils sont hookés, c'est plus sur les nouveaux venus, les offres. Ceux-là, c'est les plus difficiles à garder. Il y a un moment assez crucial vers 3 mois. Là, le travail des équipes marketing, c'est de se dire il faut qu'ils aient découvert tous nos produits et les accrocher avec une application, notamment l'application Noire, l'actualité en direct. On se dit que c'est un bon moyen d'essayer de les faire rester. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. On reçoit aujourd'hui Lou Grasset. Lou, bonjour, je prononce bien ton nom de famille? Oui, Grasser, c'est très bien. Bon, bonjour. Super. Ravi d'être là. Écoute, ravi de te recevoir. Tu es la directrice marketing et produits du Monde. Donc aujourd'hui, on va faire une petite plongée un petit peu dans le monde, voir un peu comment ça se passe. Évidemment, média un peu référence dans notre marché, on en parle beaucoup. Donc c'est pour ça que je suis vraiment ravi que tu aies accepté cette invitation et qu'on puisse parler de tout ça. On commence souvent par la carte d'identité du média, mais peut-être spécifiquement sur toi, sur ton parcours. Tu as une double casquette marketing et produit qui est dans ton titre d'ailleurs, que je disais. C'est assez étonnant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça vient de ton parcours? C'est un nouveau poste Alors, je suis passée directrice marketing et produits maintenant il y a à peu près 2 ans. Ça s'est fait dans un contexte en fait où on a repensé l'organisation. Moi, j'ai plutôt commencé normalement en 2015 sur l'audience. D'accord, t'es arrivée par l'audience. Ouais. Mais mon objectif, c'était de développer l'audience du site et des applications pour maximiser l'audience plutôt pour la publicité, des enjeux publicitaires à l'époque, en 2015. Oui, c'était encore la grosse ligne de revenus. En tout cas, c'était là où il y avait le gros focus. Donc, plutôt du marketing. Exactement. Et progressivement, à force de pousser des contenus gratuits et aussi payants, on s'est rendu compte que ça générait pas mal d'abonnés. Et de manière vraiment très progressive, j'ai commencé à me spécialiser sur les abonnements, à travailler beaucoup avec l'équipe abonnement du Monde et à réussir à faire vraiment le lien entre l'audience et l'abonnement. Et j'ai pris des fonctions de direction marketing direction d'abonnement en 2019. Et 2 ans plus tard, alors que Sacha Morard réfléchissait, qui est le CTO du Monde. Qu'on a eu sur Mediarama. Réfléchissait avec Kevin Singer, donc à l'époque qui était responsable de l'audience, à une nouvelle organisation produit. En 2021, Louis Dreyfus me proposait de prendre la direction marketing et produits, ce qui pour moi a beaucoup de sens aujourd'hui, parce que je trouve que les enjeux aussi bien audience, abonnement que produits sont extrêmement liés. Donc depuis, on a mis en place une nouvelle organisation avec des feature teams qui sont en transverse avec toutes nos équipes marketing et toutes nos équipes donc abonnement et audience. Et c'est tout à fait logique. Et du coup, je pense que ça s'est fait aussi naturellement. On travaillait, nous, depuis des années sur le produit abonnement sans le savoir, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est un poste qui existe ailleurs ou c'est un peu du sur-mesure parce que tu as un peu cette double casquette et que tu as un peu d'appétence pour le produit? J'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup des postes comme ça dans les médias. Alors, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de médias qui ont envie, en fait, de développer ce double... Ce lien produit et exactement, marketing. Parce que parfois, j'ai l'impression que les médias ont des difficultés à lier justement le produit avec les équipes marketing, qu'elles soient audience ou abonnement. Et là, je trouve que justement, avoir une équipe globale, alors ça veut pas dire qu'on n'a pas eu des difficultés au début, on a dû mettre en place des processus bien spécifiques. Ouais, j'imagine. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé. Moi, quand je parle de cette organisation en externe avec d'autres médias, ils me disent « Oh là là, c'est intéressant, c'est exactement la question qu'on se pose. Est-ce que ça vous facilite la vie ?» Moi, je trouve qu'aujourd'hui, ça nous la facilite parce que je trouve que les enjeux du produit sont les mêmes enjeux que le marketing. C'est des enjeux, des objectifs business.
voilà, éditoriaux et business, et que les deux doivent aller ensemble, et que voilà, la vision produit, c'est aussi bien comment on développe l'éditorial, l'audience, que les revenus, quels qu'ils soient. Ouais. Abonnement, publicitaire, diversification, et comment on fait pour que tout marche ensemble. D'accord. Et on va en parler, mais il faut quand même un peu une appétence tech pour être au produit plus que en venant de l'audience et marketing. Alors, j'ai l'impression que tu l'as, en ayant préparé l'épisode, cette fibre un peu tech. Alors, moi, dans les équipes marketing et produits, on a la partie discovery. La partie delivery, elle est gérée dans les équipes techniques, donc côté Sacha Morard. Et ça fait un bon pont, justement, entre les deux. Après, on travaille beaucoup main dans la main avec Sacha Morard. On s'entend très bien. On arrive à avoir une émulation à deux, vraiment sur beaucoup de sujets, et avec les équipes, ce qui fait qu'effectivement, ça marche bien. Je trouve que c'est aussi une organisation qui s'est faite en fonction de toutes les personnes qui étaient là. Des people, quoi, des humains, pour voir s'ils arrivent à bosser ensemble. Ce qui fait que peut-être cette organisation ne marchera plus dans quelques années, qu'elle sera autre. Et je trouve que c'est ce qui est bien aussi au monde, c'est savoir s'adapter aux différentes personnes qui sont là, et pouvoir mettre en place une organisation qui répond à ses compétences. Ouais, ça c'est plutôt malin. Et ça, c'était au départ, donc tu dis, c'était Sacha qui a piloté cette réorganisation. Sacha avec Kevin Singer, exactement. Kevin Singer, tu disais. Et ils l'ont piloté ensemble, voilà, vraiment des feature teams qu'on n'avait pas avant. Donc au début, ces feature teams, elles étaient restées dans les équipes respectives. Et moi, quand je suis arrivée sur mon poste en 2021, avec l'aide de Sacha, on s'est dit, maintenant, on les met toutes physiquement les unes ensemble. Elles doivent travailler ensemble. Elles doivent travailler ensemble. C'est ça, toute la journée, et vraiment avoir une cohésion totale. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on avance bien. On a recruté un directeur produit et audience qui s'appelle Quentin Lered, et qui nous aide à mettre en place toute cette organisation. Et ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Bon, et alors, est-ce que les chiffres sont bons? Là, c'est le moment de la carte d'identité. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? On est en juin 2023 sur les abonnements. Combien d'abonnements papier? Vous communiquez relativement assez ouvertement sur ces chiffres d'abonnements. D'ailleurs, c'est un peu toujours dans les médias, pas la bataille, mais en tout cas à coup d'annonce. Vous en êtes où officiellement sur les abonnés? Alors, sur les abonnés, donc on est toujours en croissance, ça marche bien. Alors, c'est vrai que l'année 2023 est un peu plus difficile, mais c'est un contexte général. Mais on est toujours en croissance. On atteint aujourd'hui 565 000 abonnés totaux, et on a plus de 85% qui sont numériques. Voilà. D'accord. Donc, la croissance se fait très fortement sur le numérique, et on continue effectivement de croître. On recrute à peu près. Alors on a fait bien sûr un énorme bond pendant le Covid. Ouais, comme tous les médias, ça a été un gros boost, presque un moment de bascule un peu dans les modèles d'abonnement. On a fait presque 150 000 abonnés nets. C'était même pas nouveau, un abonné net en gain en 2020. Et alors, c'est quand même ce qui a été quand même plutôt un succès des années qui ont suivi, c'est qu'on a réussi à conserver, alors pas une croissance aussi importante bien sûr, mais à recruter à peu près 200 000 nouveaux chaque année. On fait à peu près 200 000 nouveaux chaque année depuis 2021, 2022 et 2023. Mais là où on réussit quelque chose aussi de fort, et on en parlera sûrement après, c'est tout le travail qu'on fait sur la rétention. Oui, c'est parce qu'il ne faut pas qu'ils partent trop vite. Exactement, voilà, à diminuer le churn. Donc, ce qui fait qu'on a une base qui arrive à quand même bien progresser d'année en année. D'accord. Nombre de visiteurs uniques, si tu peux nous dire, ça donne un peu de... Alors pas le tournis, mais voir un petit peu où vous en êtes. Alors, l'indicateur qu'on suit beaucoup chez nous, c'est le nombre de visites par mois. On était à peu entre 175 et 180 millions en moyenne en 2022 tous les mois, avec une prédominance. On est leader sur les apps, notamment avec presque 50 millions de visites par mois sur les applications, avec notamment l'application en direct, l'application noire qui est très forte. Ouais. Et si on prend plutôt les chiffres médiamétrie pour donner un nombre de visiteurs uniques, on est un petit peu moins de 16 millions de visiteurs uniques chaque mois. C'est un peu moins que l'année dernière forcément, parce qu'il y a eu l'Ukraine et les élections. L'année dernière, on était plutôt autour de 18 millions de visiteurs uniques chaque mois. Ouais, vous êtes quand même dépendant de l'actualité pour le meilleur ou pour le pire, quoi, évidemment. Ok, donc ça, c'est quand même des bons chiffres. Et les canaux d'acquisition, alors, elle est double question, donc, entre l'audience et les abonnés, peut-être l'audience. D'où viennent les gens? Est-ce qu'avec une marque forte comme Le Monde, c'est de l'organique, les gens viennent en direct? Alors oui, sur la partie audience, oui, les gens viennent en direct. On a une part de gens qui viennent des moteurs qui est de plus en plus forte, qui grossit. Donc, que ce soit moteur, vraiment la partie, voilà, des gens qui viennent sur le site, que ce soit aussi directement sur la home, sur les homes de rubriques, via la notoriété. On a aussi tout ce qui est dark social aussi, qui grossit, tout ce qui est un peu plus dur à mesurer, tout ce qui vient les messageries, Apple News. Vous appelez ça le dark social? Ouais, on appelle ça le dark social chez nous. D'accord. Ouais. Donc, c'est tous ces liens. Apple News, Messenger, c'est ça, exactement.
Parce que c'est vous. On a plus de mal à mesurer. Vous n'avez pas de reporting, vous avez du mal à mesurer. Exactement. Qui sont plus difficilement mesurables et on a bien sûr aussi toute la partie réseaux sociaux qu'on développe continuellement, donc notamment avec notre investissement sur les plateformes, que ce soit sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, toujours sur Meta bien sûr, et qu'on est très vigilant là-dessus parce qu'on sait que c'est aussi un réservoir d'audience jeune qui seront plus tard potentiellement nos abonnés. Donc c'est pour ça que la direction en général investit largement dans les effectifs journalistiques. Sur de la notoriété, etc. Vous avez les moyens, vous, quelque part, de se dire on fait des contenus sur ces réseaux-là, même si vous les monétisez pas ou peu, ou que ça transforme peu, c'est la notoriété pour demain de futurs abonnés. En fait, c'est un pari qui a été fait par la rédaction il y a très longtemps déjà, de prendre la parole sur les plateformes, les réseaux sociaux et les plateformes. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, pour le monde, c'est qu'ils le prennent avec le bon ton. Ça veut dire que vraiment, ils arrivent à s'adapter à n'importe quelle plateforme et à vraiment adopter le ton de la plateforme pour s'adresser aux populations qui y sont. En parlant avec quand même beaucoup de médias en Europe, c'est pas forcément du tout, c'est pas la stratégie qui est privilégiée par beaucoup de médias qui disent non, on voit pas l'intérêt, on préfère aller faire du podcast. Mais nous, on le voit et en fait, on a commencé à avoir une intuition forte en 2021 en se disant en 2021, 50% de nos nouveaux abonnés avaient moins de 35 ans. Et on s'est dit... 50% en 2021, la moitié de vos nouveaux abonnés ont moins de 35 ans. Donc on s'est dit... C'était des chiffres qu'on avait via Google Analytics à l'époque. Et on s'est dit, il y a une double hypothèse. La première, c'est notre investissement massif sur les réseaux sociaux et les plateformes. On commence à voir l'effet maintenant de ces efforts qu'on a fait il y a plusieurs années avec des gens qui potentiellement s'abonnent. On avait aussi baissé les prix, on avait proposé des prix d'abonnement plus bas, ce Subscribe with Google à moins 50%, ce qui a dû sûrement aider. Donc le double effet a dû aider. Et on l'a vu, on a fait une étude récente en fait sur nos lecteurs, surtout anonymes et inscrits. Et il y a de plus en plus la remontée de en fait à un moment je me suis abonnée ou je suis lecteur chez vous et je me suis abonnée parce que je vous ai connu via les réseaux sociaux. Et donc maintenant on sait, alors on peut pas le traquer, on peut pas le mesurer. C'est dur de faire l'attribution au final. Mais maintenant, on le sait. Le sait. Et ces efforts qui ont été faits côté rédaction et direction générale d'investir largement des effectifs éditoriaux sur ces réseaux sociaux et ces plateformes, aujourd'hui, vraiment, ils payent. On voit les résultats. Après, voilà, c'est comme tu dis, c'est combien de temps, combien ça coûte, etc. Parce que c'est un message important, tu vois, pour te dire aux médias, oui, il n'y a peut-être pas de monétisation à très court terme, il n'y a peut-être pas un ROI à très, très court terme, mais si on ne leur parle pas, là où ils sont, il n'y a pas de raison qu'ils s'abonnent demain. Je dis ils, tu vois, mais c'est en tout cas les jeunes et les nouvelles générations, quoi. Ouais. Il faut aller, mais ça nécessite d'avoir les moyens justement de payer des équipes, édito là-dessus, etc. Et de leur parler aussi. Alors ça c'est plutôt ma conviction, de leur parler de notre modèle économique le plus tôt possible. Ça veut dire que même quand on est jeune, même quand on n'a pas encore forcément la notion de ce qu'est un modèle économique pour un média, comprendre comment un média est financé, c'est important parce que je pense que le soutien pour eux, ça aura beaucoup de sens à l'avenir. Et ça passe par quoi, ça? Tu t'en parles avec les journalistes qui sont sur ces réseaux sociaux, justement? On leur dit, ou c'est plus des messages d'habillage de ces contenus? Comment est-ce que tu fais savoir très tôt que c'est payant, le monde? Ça va dépendre des réseaux, mais de plus en plus, avec les journalistes, justement, on essaie de se dire comment est-ce qu'on peut parler de notre modèle économique sans que ça vienne saturer le message éditorial. Et nous, côté marketing, là, il y a vraiment un investissement tout de suite. On teste toutes les plateformes et on essaie différents messages. Et on a vu que le soutien, la mise en avant d'un message de soutien depuis plusieurs années fonctionnait très bien. Et alors, c'est marrant parce qu'on avait demandé aux abonnés pourquoi vous êtes abonnés. Et récemment, beaucoup nous répondaient pour soutenir le journal. Mais nous, on pense en fait c'est la démarche inverse. Et en fait, ils sont venus pour lire des contenus, mais c'est parce qu'il y avait un message marketing qui disait soutenez-nous, en fait, que ça donnait du sens à leur abonnement, et qu'ensuite ils disaient je suis venu pour soutenir. Je vois ce que tu veux dire. C'est quand vous avez réussi à les capter que tu peux faire passer le message. Ils sont pas venus juste pour soutenir à la base. Quoi. Ils sont venus pour lire. Ils sont venus pour lire. Il faut être franc. Exactement. Mais en même temps, c'est que les contenus sont bons et cette stratégie du paywall quelque part fonctionne aussi. T'en donnes un petit peu et après tu fais passer le message. Et c'est des messages de soutien un peu à la Guardian ou vous voulez travailler ces messages? Alors on a tenté notamment sur notre paywall, sur ce qu'on appelle nous notre teaser, c'est le petit paywall qui arrive à la fin des articles payants. On a tenté des A/B tests avec un paywall classique qu'on avait, puis un message un peu, on appelait ça un message émotionnel. Vraiment la Guardian avec un texte. C'est ça. Hyper travaillé, ils en ont fait des centaines ou des milliers de versions, etc. Rien n'est laissé au hasard. Exactement, et ce qui marche très bien chez eux, ils nous l'avaient dit. Donc on a testé ça. Alors nous, c'est marrant, il n'y a pas eu du tout de résultats concluants. C'était exactement
exactement les mêmes taux de conversion, taux d'entrée dans le tunnel avec ce message. Par contre, quand au niveau marketing, on faisait des messages vraiment beaucoup plus une phrase assez accrocheuse, mais qui disait en fait soutenez une rédaction de 530 journalistes ou soutenez un journalisme exigeant et rigoureux. On a beaucoup repris les phrases de Jérôme Finoglio, le directeur de la publication, sur un journalisme approfondi, complet, fiable. Et ça marche bien. On voit que ça a de l'écho chez les populations plus ou moins jeunes, en fait. Ouais. Et ça, on l'utilise beaucoup dans nos accroches et on teste et on voit qu'on a des résultats qui sont bons, quoi. Qui sont bons, donc c'est là-dessus que ça se joue. On continue un peu la carte d'identité. Forcément, avec toutes les questions, on peut rebondir dessus. Il y a plein de trucs. Mais c'est quoi les canaux de monétisation, en plus de l'abonnement, évidemment ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, les revenus des abonnements sont presque majoritaires dans les revenus du monde. Ça représente à peu près 50% des revenus, donc une grosse part maintenant qui est numérique. On va dire qu'ensuite, il y a à peu près 25% de publicité. Et nous, on a de la publicité, contrairement à certains médias, nous, on a de la publicité aussi bien en gratuit qu'en zone abonnée, exactement. Ce qui est plutôt bien, enfin voilà, après c'est plus des trucs de perso ou pas, mais moi je trouve que la pub c'est plutôt bien quand c'est bien fait, que c'est bien maîtrisé, etc. Et que c'est des fois se couper un peu une jambe que de se dire tiens, sur le modèle abonné je mets pas de pub. Bon, c'est plus une réflexion perso, mais c'est une industrie qui est tellement dure que c'est dommage de se couper de belles pubs, surtout qu'on peut aujourd'hui faire des choses un peu affinitaires, etc. On n'est plus à la période des arbres de Noël, donc exact. Et encore, je trouve des médias qui aujourd'hui se disent on va mettre beaucoup de pubs en gratuit pour inciter au payant, mais en fait ça marche pas comme ça. Même on sent que les populations, nous, même gratuites, pour les faire venir et les faire rester, parce que le but c'est qu'elles s'abonnent ensuite, s'il y a trop de pubs, à un moment effectivement elles auront plus envie de rester. Il faut que ce soit vraiment un environnement qui soit quand même relativement agréable. Par contre, ce que dit vraiment la direction générale, et là-dessus on est tous raccords, c'est qu'on a toujours eu de la publicité dans le papier. C'est une très bonne analogie, et les gens, ça les choquait pas. Ça les choquait pas. Et ce qu'on met aujourd'hui en abonnés, il y a une démarche pédagogique aussi sur le numérique. On a moins l'habitude. On leur explique, avec le service client, on leur dit, on a vraiment un discours bien rodé qui explique. En fait, aujourd'hui, on met de la publicité de manière intelligente côté gratuit, aussi en abonnés. Faut que vous compreniez qu'il n'y a pas que les abonnements aujourd'hui qui sont nos sources de revenus. Il y a aussi la publicité. Ça a toujours été notre modèle et il restera comme ça. Oui, puis tant que c'est encore une fois que c'est un peu premium, que c'est bien dans le bel écrin, ça passe. T'as pas du tout le Huffington Post dans ton scope? Non, non. Moi, je travaille avec les autres titres du groupe pour partager les bonnes pratiques numériques entre nous, avec Courrier International, Télérama, l'Obs. Exactement. Donc, Groupe Le Monde plus l'Obs qui est à côté. Le Huffington Post, non, je travaille plutôt. Alors, Arnaud Aubron, qui est directeur de la diversification du Monde et patron du HuffPost, on parle beaucoup avec lui sur la diversification, notamment. Mais sur le HuffPost, non, moins. D'accord. Parce qu'il y a pas mal de pubs aussi là-dessus. Exactement. Qui a un modèle 100% pub. Qui a un modèle 100% pub. Du coup, à terme, bien exactement, sûr. Mais c'est un autre sujet, c'est plus par curiosité. Voilà, donc 25% de publicité et les 25% restants, c'est... Il y a à peu près 20% des revenus en kiosque, qui sont en kiosque, et le reste qui est de la diversification et partenariat, qui augmente de plus en plus. Vraiment, la diversification, c'est pas encore une énorme part. C'est pas encore une énorme part, mais elle grossit. Et il y a plein d'initiatives qui sont faites côté diversification pour aller chercher du revenu autre que abonnement, publicité ou vente au numéro. Par exemple, ils ont développé récemment les ateliers. J'ai vu ça. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. C'est pas très cher, je crois, 20 ou 30 euros. Ça dépend des ateliers. Il y en a qui sont autour de... Alors, il y a des ateliers qui sont en one-shot, par exemple, soit à distance, soit sur site pendant 2 heures. Il y a des ateliers qui peuvent durer par exemple une semaine, qui peuvent monter très haut. D'accord, mais j'ai vu, c'est un beau modèle où il y a encore un avec les journalistes. Alors, c'est un peu masterclass, etc. Je ne sais pas à quel point c'est interactif, c'est vraiment des ateliers ou c'est plutôt assister à une discussion un peu de haut niveau, un peu en direct. Je ne sais pas si ça interagit. Alors, il y a toujours des... Enfin, en tout cas, très souvent, des moments d'échange à la fin. Là, ce qui marche très bien, c'est les cours du soir de géopolitique d'Alain Frachon. Voilà. Il y en a eu quelques soirs où il y avait plus de 500 personnes à la fois, donc à distance et sur site, qui marchent très bien. On a fait des cours de BD avec justement l'auteur de BD Alfred. On a des cours de comment écrire un roman. Ça marche bien. Et ça va dépendre du nombre de personnes, bien sûr. Sur les cours de géopolitique, il y a beaucoup de monde, donc c'est plus dur de faire de l'interaction. Mais sur des plus petits cours, là, bien évidemment, c'est vraiment des cours, ils dispensent vraiment des cours. Donc et
Je pense que le service du coup diversification pense aller vraiment chercher une autre audience, c'est vrai. Ça intéresse beaucoup à nos abonnés. Ouais, Nos abonnés sont très intéressés. Qui partagent vos valeurs, qui partagent Exactement. tout ça, les plumes et qui veulent un peu en savoir plus. Et qui sont prêts à payer des tarifs parfois très élevés pour justement participer à ces ateliers. Ouais, c'est intéressant, j'avais vu ça effectivement. Alors j'imagine il y a plein d'autres choses, il faudrait que je fasse un épisode sur la diversification. J'en avais fait un avec Pierre Sirignano au tout début de Mediarama, donc on salue Pierre également. Si on regarde un peu, on parlait de technique, tu parlais de parcours utilisateur, tu pourrais décrire un peu la stack, les grands outils que vous utilisez pour optimiser ces parcours? Alors, c'est vrai qu'on a 2-3 outils un peu phares maintenant qu'on utilise vraiment, on va dire, tout le temps pour optimiser nos parcours utilisateurs et abonnés. Il y a Amplitude qu'on utilise maintenant depuis plusieurs années, qui nous a accompagnés dans toutes nos refontes. Alors au début, on l'utilisait en échantillonnage gratuit, on l'utilisait vraiment de manière gratuite. Ça a été poussé par 2 data analystes avec qui on travaille encore aujourd'hui, qui sont en freelance et qui nous aident beaucoup. Et on a vu que ça nous servait tellement dans les refontes, mais aussi pour faire des A/B tests ou pour aller chercher des problèmes techniques côté abonnés. Amplitude, par exemple, nous a beaucoup aidé vers 2018 à détecter des problèmes de connexion chez nos abonnés. Ce qui permet d'aller toucher des personnes individuelles. On voyait que les gens s'abonnaient et derrière n'arrivaient pas à accéder au contenu. Et on s'est rendu compte que c'était des volumes importants. Ouais, donc là, t'as un vrai problème parce que sur le lot, il y en a qui vont se désabonner, se réabonneront pas ou n'utilisent pas. Ah bah c'était dramatique pour nous, donc ça a été un sujet prioritaire. C'était dû à quoi? À iOS? Parce que moi j'ai eu un peu des problèmes en m'abonnant sur l'app, etc. La réconciliation des comptes derrière desktop, etc. Elle peut être compliquée. Alors, en plus, tu rajoutes un Google dedans avec du SWG, Subscribe with Google, ça te fait des scénarios, à mon avis, de folie. Et vous avez dû vous arracher les cheveux un peu là-dessus. Alors, à l'époque, c'était plutôt sur des abonnements qui venaient chez nous et en lien avec le prestataire d'abonnement. C'est qu'on avait du mal parfois à donner. Donc, l'abonnement se faisait chez le prestataire et c'est nous qui donnions ensuite l'accès. C'est qui votre gestionnaire d'abonnement? C'est Majorel. Majorel. Et on avait du mal à donner l'accès, tout simplement. On n'arrivait pas parfois, ou l'accès ne se faisait pas. Problème de flux. Et alors, donc ça, on a réussi à le résoudre, mais alors, ça a été vraiment un chantier prioritaire. Ça a pris du temps et des années, hein. Sur les applications et sur Subscribe Google, effectivement, ça c'est toujours quelque chose qu'on regarde. C'est des flux de synchronisation qu'on doit mettre en place entre nous, entre eux et notre prestataire d'abonnement aujourd'hui, même si on a passé tout notre tunnel maintenant en direct et que le prestataire d'abonnement Majorel s'occupe vraiment que de l'API. Mais sur les applications et Subscribe Google, aujourd'hui, on a encore des problèmes techniques. Ça nous arrive et on est majoritairement dessus. Les équipes techniques abonnement sont toujours en train d'essayer d'optimiser. Et le but, c'est pas forcément de résoudre le problème à un instant T, c'est de le résoudre sur le long terme. Ouais. C'est un gros travail de synchronisation, on est en plein dedans là en ce moment. C'est marrant. Et pourquoi c'est si compliqué? Alors, on est une agence chez Cosa Nostra, donc je sais que c'est compliqué de base et que c'est pas stable et que c'est vivant, les API ça change, etc. On pourrait imaginer que vous, tout le monde travaille autour d'une table, on documente, on construit les API, etc. Non, c'est pas si simple. C'est pas si. Alors Sacha pourra en parler encore mieux que moi, mais moi je comprends que ce sont des flux, comme ils ne sont pas chez nous, et qui nécessitent un tiers, enfin une tierce solution, c'est beaucoup plus complexe que de tout gérer nous de notre côté. Donc dès que vous avez un tiers qui arrive dans l'équation, tout devient plus complexe. D'accord. Donc ça nous arrive parfois effectivement de devoir faire des grosses analyses poussées pour s'assurer qu'on n'a pas laissé des abonnés qui n'auraient plus censé avoir accès pendant quelques mois et qui ont encore accès. On régularise. Ou au contraire... l'inverse, qui n'ont pas accès alors qu'ils sont abonnés. Ça, heureusement, le service client nous adhère tout de suite. Là, on a un pic de gens qui sont abonnés, qui n'ont pas accès. Il y a sûrement un problème de synchronisation. Donc là, tout de suite, c'est votre commando, c'est une alerte, etc. pour résoudre ça. Mais c'est notre quotidien. Même si on a fait des progrès faramineux depuis plusieurs années, c'est vraiment, ça n'a plus de commune mesure. Ça reste un sujet, et j'ai l'impression que ça reste aussi un sujet même chez les plus grands, ou New York Times, ou Washington Post, pour les avoir un peu entendus là-dessus. En fait, on n'est pas des boîtes tech. En fait, c'est très dur de gérer le numérique et le print. Voilà, un Spotify qui se lance ou un Netflix, ça va être que du numérique. C'est by design, comme on dit. C'est des boîtes tech. Alors, ce que vous êtes quand même de plus en plus, hein, tu sais, genre, j'avais Bertrand Gier ou Pierre Louette qui me disent, se voient comme des boîtes médias tech. Mais c'est vrai qu'il faut changer ce côté culture, etc. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Exactement. Et puis moi, je pense que c'est pas à nous de développer des solutions d'abonnement. C'est pas notre savoir-faire. C'est une bonne question, ça.
Je sais pas. Enfin, parce que je veux pas tirer à boulet rouge sur tous ces acteurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même très compliqué, que c'est souvent des boîtes historiques qui viennent du print. On se souvient des histoires de GLI qui avait craché il y a quelques années, etc. Il y a eu des rachats. C'est quand même pas les boîtes les plus modernes. Je le dis un peu en pesant mes mots. Pourtant, c'est tellement critique. Comme vous, le monde, vous n'êtes pas posé la question de vous dire, est-ce que vous avez développé votre CMS? Tu pourrais te dire, maîtriser ma donnée abonnée, etc., c'est mon or, je vais le faire moi-même. C'est une question qu'on se pose tous les jours. Ouais, une question que le PDG on continue, mais on se rend compte que plus les années passent, plus la complexité d'un modèle d'abonnement qui gère aussi à la fois du numérique et du print, on pourrait très bien distinguer les deux, c'est ce que font certains médias. Ouais. Mais après, ça veut dire que si un abonné papier appelle pour dire, ou nous contacte en disant je veux passer sur du numérique, il ne pourra pas le faire directement si on a deux modèles différents. C'est ma conviction de plus en plus. Il y a quelques années, j'aurais eu tendance à dire on fait tout en interne, on va savoir le faire, on y arrive. La réalité du terrain, elle est beaucoup plus complexe. C'est que c'est un vrai métier, il faut beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, je suis pas sûre qu'on puisse le faire vraiment nous-mêmes. Ouais, partir de zéro, ou alors faut racheter un Exactement, acteur. Ça pourrait être... racheter un acteur pour le faire. Mais donc en tout cas, vous posez la question, c'est pas encore optimisé en tout cas de ce côté-ci. Dans la stack donc amplitude, sur la data qui est j'essaie de garder le fil. Est-ce qu'il y a d'autres grands outils qui ont changé un peu votre vie au monde, qui fonctionnent vraiment bien? Alors en complément d'amplitude, les équipes UX ont beaucoup utilisé Hotjar. Regarder les parcours en vidéo, ce qui se passait. Et on a souscrit là il y a quelques années, il y a maintenant 2 ans, la solution Content Square. Ça faisait très longtemps qu'on la regardait. Alors nous, dès qu'on prend une solution côté monde, on pèse le pour et le contre pendant des mois. On veut absolument que ce soit héroïste. Donc vraiment, c'est plutôt sain comme question. Oui, complètement. Mais parfois, ça peut être frustrant pour les solutions parce qu'effectivement, on prend vraiment notre temps et on veut vraiment être sûr qu'on prend la bonne solution. Amplitude, on avait fait la même démarche. Et Content Square, ça nous permet effectivement là, on l'a mis, en ce moment, on l'a mis en échantillonnage sur le site édito pendant 6 mois pour essayer vraiment d'avoir des insights sur la partie audience. Ouais. Normalement, on l'avait pris plutôt pour le site d'abonnement. Voilà. Et ça nous a bien aidé parce qu'on a vu que les parcours, notamment sur le B2B, pour remplir un devis, n'étaient pas du tout simples. Donc, on a tout revu grâce à cet outil. Et là, on a vu aussi, par exemple, on a bien regardé aussi sur la page d'abonnement ce qui se passait. On a vu qu'il y avait vraiment des clics parfois, de nombreux clics sur des zones non cliquables, on ne comprenait pas. Des gens qui semblaient un peu perdus avec des offres intégrales ou famille ou papier, ou alors qui allaient voir beaucoup les offres étudiantes. Donc là, on est en train de repenser tout ça grâce à ces enseignements-là. C'est très riche d'enseignements, en fait. C'est passionnant. Regardez ce que font réellement les gens, les tests utilisateurs, c'est quand même ce qui est mieux, et alors le faire en live. Et vous avez simplifié un peu toutes ces offres, justement, ça reste compliqué de se dire j'ai des offres B2B, famille, étudiants, etc. Vous avez la main pour un peu simplifier tout ça? Oui, alors on a la main. Alors on réfléchit là depuis plusieurs mois maintenant à simplifier les avantages qu'on propose, parce que c'est vrai qu'on se dit plus on propose d'avantages, plus les gens vont s'abonner. En fait, la majorité des gens viennent quand même pour nous lire. Après, c'est important qu'ils connaissent aussi tous les avantages auxquels ils ont accès. Toutes nos applications, ces avantages qui sont très forts. Je pense qu'on va essayer de faire un travail effectivement d'optimisation. Après, le fait d'avoir ajouté des nouvelles offres sans augmentation de tarifs en tout cas sans tarif évolutif tous les ans, comme on avait avant, l'ancienne offre numérique, c'était une offre qui commençait à 10, puis qui passait à 13 la deuxième année, puis à 18 € la troisième année. Le fait d'avoir simplifié avec 3 offres différentes, je pense que ça a quand même bien aidé tous nos lecteurs à se dire moi j'ai des contraintes de prix, je prends l'offre essentielle qui est à 11 € par mois maintenant, ou au contraire j'ai envie de partager avec quelqu'un, je prends l'offre intégrale, qui est l'offre duo. Ça a permis vraiment nous, à la fois je pense de simplifier le message aux abonnés et surtout d'augmenter très fortement notre prix moyen. D'accord. Bon, ça c'est plutôt utile. J'ai encore plein de questions, j'avance un peu. J'avance un peu. Tu parlais un peu du taux de rétention, le taux de churn. Je sais, je te pose la question, mais que tu ne veux pas répondre, c'est pas quelque chose que vous communiquez. C'est vraiment un secret industriel ou c'est... Alors, il y a récemment Pool, là, ils ont sorti une étude très intéressante sur les taux de conversion, nous on n'était pas dedans, mais donc je trouvais que c'était qui donne un peu des tendances marché, etc., qui permettent de se comparer. Exactement, donc on a fait l'exercice nous en interne de sortir ça. On était plutôt dans la moyenne, peut-être bien sûr avec parfois des taux de conversion un petit peu plus forts sur les applications parce que on est sûrement un peu plus puissant. Non, c'est vrai qu'on les donne pas. Le taux de churn non plus.
Ce que je peux te dire, hein, c'est sans trop de secret, c'est qu'effectivement, le taux de churn va varier énormément en fonction de l'offre, en fonction de l'ancienneté des abonnés. Ouais. Je vois vraiment quand on fait les budgets sur les abonnés les plus anciens, on a un taux de churn qui est très stable, qui est très faible. Voilà, ils sont hookés, c'est la fidélité, etc. C'est plus sur les nouveaux venus, les offres d'essai, etc. C'est ça. Offres d'essai, ceux-là, c'est les plus difficiles à garder. Il y a un moment assez crucial vers 3 mois, soit au tout début, ceux qui s'abonnent et puis se désabonnent dans la foulée pour lire un article. Et après, il y a cette période autour de 3 mois, là où c'est comment est-ce qu'on leur fait découvrir nos produits, on leur donne envie de rester. Ça va beaucoup passer par l'actualité, bien sûr, mais là, le travail des équipes marketing, c'est de se dire il faut qu'ils aient découvert tous nos produits et les accrocher avec une application, notamment l'application Noir, l'actualité en direct. On se dit que c'est un bon moyen d'essayer de les faire rester. Mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Et donc, il y a ce cap à 3 mois et c'est pas qu'une question de prix. C'est juste, est-ce qu'ils ont senti l'intérêt, tout ce qu'il y avait dans votre offre, dans l'abonnement, etc., pour se dire je continue. C'est pas que question de prix, c'est ça. Alors, il y a un facteur qui remonte de plus en plus, hein, je pense qu'il est aussi maintenant très partagé, qui est le manque de temps. Voilà, le monde, c'est 100 contenus par jour, donc je pense que parfois ils se sentent un peu noyés. Donc nous, on a mis en place côté aussi toujours marketing et produits dans l'onboarding, mais aussi dans le côté rétention, service client, des moyens pour leur dire ok, vous n'avez pas le temps, nous on vous propose ça, on vous propose la matinale, on vous propose la newsletter, la revue du Monde, on vous propose de la version audio des articles. Ouais. On vraiment réfléchit avec la rédaction à tout ce qu'on peut sortir pour répondre à ce manque de temps. Ouais. Alors c'est aussi paradoxal parce qu'en même temps on sait qu'il y a une explosion de temps passé sur les réseaux sociaux. Ouais, donc c'est triste pour les médias. Parce qu'il y a... c'est une autre concurrence, mais c'est la concurrence du temps. Hein. C'est de quelle bande passante les gens peuvent consacrer aux médias, quoi. Alors on travaille beaucoup là-dessus, sur justement proposer un contre-argument sur je manque de temps et le prix reste quand même un motif de résiliation important. Et ça, on a lancé le désabonnement par téléphone fin 2021. Ce qui est une première étape. Oui, ce qui est une première étape. Il y a une première étape là, qui arrive aussi du coup, là, en juin avec le nouveau décret sur la résiliation en ligne. On l'a lancé en 2021. Alors nous, ça a été facile puisqu'on partait d'un mode de résiliation très complexe. Voilà, avec la lettre recommandée. Très connu pour ça. Hein. C'est ça. L'impossibilité de se désabonner, ce qui est une technique commerciale. Mais bon, je pense que toi, tu la partages pas forcément et que ça évolue. Et puis de toute façon, la loi aussi fait que ça devrait être plus facile à partir de juin. Exactement, ça va être plus facile à partir de juin, donc là on est en train de travailler dessus. Mais en tout cas, quand on a lancé le désabonnement, la rétention par téléphone, on incite les abonnés numériques à nous appeler, pas ceux qui sont sur les plateformes comme Google ou Apple bien sûr, et on arrive à avoir des très bons taux de rétention. Sur les appels qu'on a, on arrive à en retenir 45%, et beaucoup quand même se font notamment effectivement sur aussi le prix. Voilà. Mais 45%, c'est un chiffre sur lequel on arrive aujourd'hui, qui s'est beaucoup amélioré parce qu'on a travaillé énormément avec les équipes. Et vous leur dites quoi ? Alors déjà, on essaie de répondre à chacun, vraiment, on leur demande tout de suite le motif, et pour tout avoir une réponse personnalisée tout de suite. Ça veut dire, je vous appelle parce qu'en fait, j'ai plus le temps. On a vraiment à chaque fois une réponse avec des produits qu'on peut mettre en avant. Et si vraiment on voit que c'est difficile, d'abord on va toujours pousser l'éditorial, mettre en avant le soutien qu'ils ont apporté, les enquêtes qu'on a sorties, les produits pour répondre par exemple au manque de temps. Et si on voit vraiment que c'est très centré sur le tarif, on propose à la fin une offre de rétention à moins 50, ce qui a vraiment permis d'avoir des bons chiffres aussi en taux de rétention. Ce qui est bien, parce qu'en fait, ça veut dire que t'as filtré, et en fait, c'est là, t'arrives au bout, quelqu'un qui est quasiment perdu, et donc tu le gardes, et il faut, tu relances un peu la machine, quoi. Donc il n'y a pas de trou dans la raquette, a priori, quelqu'un qui se désabonne, vous avez fait le maximum, tu dors tranquille. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui. Et pour chaque motif de désabonnement, essayer d'avoir la réponse la plus appropriée. Ouais, c'est un gros travail là-dessus. Gros travail. Et même moi, j'ai été étonnée parce que au début, on s'était fixé un objectif de 35%. Les premiers mois, on n'y était pas. On devait être autour de 30%. On ne comprenait pas. Et en fait, on s'était un peu lancé rapidement. Et on a fait un point après avec tout le service client, qui est aussi piloté par Majorelle, et la directrice du service client qui est en interne chez nous. Et on leur a demandé, mais pourquoi vous n'y arrivez pas ? Pourquoi vous n'arrivez pas à ces 35% ? Ils nous ont expliqué, ils nous ont dit quand quelqu'un nous appelle sur la ligne éditoriale, on ne sait pas quoi répondre. Sur le tarif, on propose tout de suite moins 50. Ouais, mal formé. Mal formé, c'est ça. On s'est lancé un peu vite en pensant que c'était déjà acquis la rétention. En fait, pas du tout. On a tout repris depuis le début. On a vraiment fait un super travail avec les équipes de rétention, notamment en interne de notre côté, pour aider justement à avoir un speech très fort et vraiment bien spécifique sur chaque motif des abonnements. Et après, on est passé tout de suite dans les semaines qui ont suivi
à 40%. Aujourd'hui, on a 45%. Et on a une nouvelle relation aussi avec eux, vraiment avec le service client là-dessus, c'est qu'on va les voir régulièrement. Ils ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'entendre nos retours et nous, on a besoin de les écouter. Il y a vraiment un retour sur, bon, qu'est-ce qu'ils vous disent en ce moment? Est-ce qu'ils sont vraiment sur le terrain, quelque part, même si c'est par téléphone, tous les jours? Donc, c'est le plus précieux. C'est le plus précieux. Tout ce qui nous remonte, c'est vraiment hyper important pour nous. Ouais. Et ça, ils vous font quoi? C'est des mails ou c'est des calls, c'est des réunions? Ils vous font un extract des meilleurs retours? Enfin, juste par curiosité, c'est quoi la forme de ces échanges, de ces remontées? Alors, quand on y va, on essaie d'y aller maintenant. Moi, j'y vais beaucoup plus régulièrement. On essaie d'y aller. On va essayer. En tout cas, là, en ce moment, on va essayer d'y aller au moins une fois par mois. C'est quand on y va, on fait de l'écoute avec eux. D'accord. Et on leur demande, voilà, vraiment on demande à chaque conseiller. Tu parles, voilà, c'est ça, on leur parle. Qu'est-ce qui revient? C'est quoi la petite musique en ce moment? Ce qui revient qui est difficile pour eux aussi parfois, c'est ce qui est beaucoup plus difficile ça à améliorer, mais c'est la livraison, hein, effectivement, la livraison sur la partie papier. Ouais. Mais les aider à tenir un discours au moins pour leur dire, montrer à l'abonné qu'on fait tout ce qu'on peut. Ouais. Voilà. Et où nous remonter, par exemple, des difficultés parfois, c'est beaucoup plus rare, hein, sur la ligne éditoriale, qu'est-ce qu'ils peuvent répondre et qu'ils nous le disent en fait. Dites-nous ce qui remonte, comme ça nous on prépare des textes avec la direction de la rédaction que vous pouvez donner en fait aux abonnés. Ouais. Et le fait qu'ils aient une réponse, même sur de la ligne éditoriale, qui est pas facile, hein, c'est pas facile de répondre, je trouve, je suis en désaccord avec l'éditorial parce que voilà ça, ils sont beaucoup plus à l'aise maintenant. Et c'est vrai qu'on n'avait pas forcément ces échanges avant. On avait des remontées, mais pas très régulières. C'était une fois par an, tous les 2 ans, on avait des remontées. T'es déjà plus dans le show là, quelque part, c'est trop tard. Donc c'est pas que des chiffres en fait, c'est aussi beaucoup de relationnel. De relationnel. Très clair. Dernière question sur les abonnés. Donc tu nous parlais de 565 000. Ouais. J'avais vu qu'il y avait un objectif d'atteindre le million. Ça datait d'il y a 1 an, donc ce serait dans 2 ans. Ça me paraît hyper haut, hyper ambitieux. Tu penses que vous gardez ce cap ou il glisse et il s'adapte à la réalité? Non, alors on le garde parce qu'on trouve que c'est quand même... Faut viser les étoiles si tu veux atteindre les lignes, quoi. Exactement. On le garde, alors c'est aussi bien numérique que papier. Ouais. En fait, on n'aurait pas pu prédire l'Ukraine, on n'aurait pas pu prédire plein d'autres sujets, donc on se dit effectivement que l'actualité, elle est tellement prévisible qu'il peut très bien y avoir... Il peut y avoir quelque chose. Après, on garde cet objectif parce que je trouve qu'il nous motive tous. Voilà, après, c'est vrai qu'il va falloir maintenant, surtout avec ce contexte en 2023 plutôt inflationniste, où là, on essaie de garder les gens et où la rétention, c'est vraiment là le cœur de notre roadmap en ce moment, en tout cas. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'on va voir dans 2 ans si on y arrivera. Mais on le garde pour l'instant en interne et on continue à communiquer dessus et les équipes restent motivées. D'accord. Mais on s'adaptera. Oui, bien sûr. Après, c'est des objectifs. Il faut mettre la barre haute quelque part. Tu peux pas te permettre d'avoir des objectifs un peu qui manquent d'ambition. Sinon, c'est un petit peu dommage. Revenons un peu sur l'offre d'abonnement, en plus des jeux. Alors, on peut en parler longtemps. Les jeux, je pense que tu as plein de choses à dire sur les jeux comme outil de rétention, notamment. Mais il y a les newsletters, les podcasts. Est-ce qu'il y a d'autres produits éditoriaux que vous proposez aux abonnés? Puisqu'en fait, on le voit bien maintenant, hein, c'est un ensemble de services, de produits dans ce genre de médias. On n'a pas beaucoup parlé du New York Times. Qu'est-ce que vous avez un peu dans l'offre abonnement, plus de... Alors effectivement, contenu. On a enrichi avec les jeux. On avait avant alors le Monde Atelier, on ne va pas dire que c'est une offre inclue dans l'offre d'abonnement, mais qui est proposée à côté. On a tous les contenus éditoriaux, donc ça bien sûr, mais avant on avait par exemple sur les vidéos, on était plutôt sur un format qui était plutôt gratuit. Maintenant, quand on sort des grandes enquêtes, on réfléchit vraiment côté éditorial à les mettre plutôt en payant. Parce que c'est normal qu'on sache aussi mettre ces formats sous un paywall. C'est ce qui s'est passé notamment quand on a sorti la grande enquête de Louisette, ou le dernier de Tabou de la guerre d'Algérie. C'était vraiment c'était un film d'animation qui était fait avec la revue dessinée. Et là, on s'est dit, bon, là, c'est important de réfléchir à des formats vidéo qui sont normalement plutôt gratuits, à les mettre en payant parce qu'il y a vraiment, comme sur certains contenus, c'est la même logique en fait. On les passe sous un paywall, réservé aux abonnés parce que production beaucoup plus forte, beaucoup plus poussée. Et là, pardon, mais la question, vous dites à un moment donné, c'est tellement de bonne qualité qu'on pourrait le mettre en gratuit, que ça va faire plein d'abonnements, ou c'est tellement de bonne qualité qu'on va faire plaisir aux abonnés en leur montrant la valeur de leur abonnement? C'est les deux. C'est vraiment les deux. Là, c'est plutôt de se dire, c'est vraiment une production pure Le Monde. On va pas le trouver autre part. C'est important que les lecteurs comprennent
que c'est un format qui leur est dédié en tant qu'abonné, ou alors il faut effectivement investir de l'argent, donc s'abonner pour pouvoir en bénéficier. Mais oui, c'est cette logique-là, hein, effectivement. Pareil sur les grandes enquêtes qui ont demandé beaucoup de temps de travail, c'est important, en tout cas moi je trouve aussi de mon point de vue, mais dans mon côté éditorial, de se dire, bon bah en fait ces formats-là, c'est comme un contenu qui a demandé énormément de temps à un journaliste, contenu écrit, hein, de le mettre sous un format paywall. Et tu dois te dire quand même, toi, si c'était en version gratuite, ça te ferait un boost d'audience, ça te ferait un vivier de contacts, enfin de trafic à essayer de convertir, non? Alors, l'audience aussi... Je taquine parce que c'est intéressant de se dire comment tu arbitres. Est-ce que tu es capable aujourd'hui presque de voir ce qui est le plus intéressant au point de vue de ROI entre le laisser aux abonnés ou le mettre ouvert et convertir? Alors ça, la rédaction, ils ont un flair là-dessus qui est vraiment... Enfin, ils se sont tellement perfectionnés au fil des années. Ils sont vraiment très bons là-dessus. On a 60% de contenu payant aujourd'hui, ce qui est haut. Hein. On a même... on a un petit peu monté encore en 2022. Hein. On a gagné 2 points par rapport à 2021. Mais on a quand même une audience gratuite en termes de volume. On a 40% de contenu gratuit. Mais c'est un volume tellement important de gens qui viennent faire des visites dessus, qu'on se dit que tant que ce vivier-là est important, voilà. Et toutes les autres vidéos... Vous n'avez pas besoin de trafic. Enfin, c'est un gros raccourci. Si, énormément. C'est-à-dire que notre trafic, on sait que c'est nos abonnements derrière. Mais on a besoin de mettre quand même en avant nos contenus payants, nos contenus payants, et on a besoin quand même d'avoir un gros volume de contenu payant pour justifier, en fait, que, quand vous vous abonnez, vous avez quand même... C'est comme sur Netflix, en fait. L'exclusivité. C'est ça, sur Netflix, il n'y a pas... Si l'offre abonnée est pauvre, les gens n'auront pas forcément d'intérêt à rester. Par contre, si l'audience reste un levier majeur d'abonnement, plus on fait venir des gens, plus tu convertis. C'est ça. Et c'est pour ça que les applications, notamment la stratégie application, alors là, c'est plutôt dans les autres produits éditoriaux, on va dire, c'est un peu différent, mais effectivement, jeux, newsletter, podcast, on a l'application, cette application noire, on appelle l'application en direct, qui est incluse dans l'abonnement, avec tous les contenus abonnés. On a dedans aussi le journal en version numérique, c'est une application dédiée, et la matinale du Monde. Avant, c'était une application qui était réservée aux abonnés intégrales et familles. Et on s'est dit, il y a des enjeux de rétention aussi tellement forts, il faut leur proposer une sélection du matin, et cette sélection, il faut qu'on la propose à tous nos abonnés. On l'a rajoutée dans l'offre essentielle. Avant, elle était juste en intégrale et famille. Tu veux dire que j'ai accès à la matinale sans le savoir? Oui. On est abonné. Sur l'offre essentielle, oui, t'as la matinale. Et quand tu dis l'application noire, c'est l'application classique. C'est ça, on l'appelle l'application noire. On l'appelle c'est l'application classique, oui. C'est l'application phare, vraiment phare du monde. C'est un code interne, l'application noire? Non, c'est parce qu'elles ont des couleurs différentes. Il y a l'application blanche, on l'appelle plutôt l'application en direct ou l'application en continu, cette application noire. C'est pour les distinguer, quoi. C'est votre terminologie en interne. Mais parlons justement un petit peu de la matinale. Tu fais partie un peu de l'équipe qui a lancé la matinale, hein, si je ne m'abuse. Alors, je suis arrivée à peu près en même temps que le lancement. J'y ai pas participé, mais je me souviens très bien du lancement en tout cas, et de ce qui avait été associé au moment du lancement de la matinale comme offre d'abonnement, comme... Ça avait été financé par un fonds Google, si je ne m'abuse, un FINP à l'époque. C'était... C'est un super produit. Hein. Déjà, on en parlait à l'époque sur un mode un peu à la Tinder. Donc, elle est toujours là, 7 ans plus tard. Donc, si je te demande le bilan que vous en dressez, forcément, il sera positif. Tu peux nous en dire un peu plus sur les usages, le nombre d'utilisateurs Bien sûr. Alors, aujourd'hui, c'est marrant parce que quand on s'est lancé, c'est une application qui avait vocation à aller chercher de nouvelles audiences, plutôt jeunes. Donc, voilà, c'était le swipe, il y avait des usages, etc. C'était un peu un autre type d'audience. On t'aide à sélectionner, un peu gamifié, mais c'est pas du tout le cas. Et alors, il y avait une offre d'abonnement dédiée qui était vraiment une offre d'entrée, et on s'est vite aperçu en fait que l'offre d'abonnement dédiée allait pas nous permettre de couvrir. Enfin, c'était un tarif vraiment qui était assez bas. Hein, allait pas permettre de couvrir en fait les frais, même pas de la matinale, mais au global, on s'est dit voilà, il faut qu'en fait il y ait une offre d'abonnement globale et qu'elle soit dedans. Et aujourd'hui, en fait, c'est un vrai produit de rétention. En fait, on voit vraiment que les utilisateurs, ça va être plutôt des utilisateurs assez engagés, qui ont envie d'avoir un journal du matin avec la sélection des 7 heures, des 20 articles qu'il fallait pas manquer. C'est quand même une sélection qui est ultra premium, ça veut dire c'est vraiment les 20 articles c'est l'éditorialisation, vraiment, c'est la sélection de la rédaction pour toi. Si tu veux lire que ça, il n'y a que ça à lire, quoi. C'est ça. On a à peu près aujourd'hui 40 000 utilisateurs par jour, et alors la majorité sont abonnés. C'est plus difficile d'en faire un outil d'acquisition. On le fait beaucoup parce que, alors on a aussi, c'est marrant parce que nos abonnés nous disent que
de plus en plus qui manquent de temps, mais nos lecteurs aussi, c'est pas qu'ils sont pas encore abonnés, on leur dit mais pourquoi vous passez pas le pas de l'abonnement? Tout doucement, ce manque de temps, c'est en train de devenir un sujet aussi pour eux. Donc on leur dit écoutez, en fait la matinale, c'est seulement 20 articles à lire, 20 articles ça peut quand même faire beaucoup, ou en tout cas vous pouvez choisir 20 articles, de les garder ou de les passer. Il y a cette première curation qui est faite en attendant, tu as l'impression que tu perdras pas de temps, quoi. Déjà on voit l'actualité avec les titres, les 20 articles, et après ceux qui veulent creuser peuvent aller les lire, et désormais aussi maintenant les écouter. Oui, c'était une grande nouveauté. C'était une nouveauté de l'année dernière que vous aviez fait. Oui, qu'on a lancé fin 2022. Et pourquoi? Alors c'était je vais pas dire vu de l'extérieur, parce que il y a plein de choses. Ça correspond à un usage, pardon. Je vais dire les choses de manière plus... Oui, ça correspond à un usage. Alors, en fait, je pense que ça faisait longtemps qu'on réfléchissait à la version audio de nos articles pour se dire comment on va toucher de nouvelles audiences, qu'est-ce qu'on propose comme format qui ne sont pas forcément écrits, parce que les gens n'ont pas tout le temps justement de lire nos articles de manière écrite. Je pense qu'il y a 2 choses qui ont accéléré le processus. La première, c'est le fait de se dire que de plus en plus de lecteurs disaient manquer de temps. Il fallait qu'on soit capable de leur proposer des nouveaux formats, aussi bien des lecteurs gratuits que abonnés. Et il y a eu aussi autre chose, c'était le développement de l'intelligence artificielle, qui a fait un énorme bond en 2022. Parce que c'est du text-to-speech. Exactement, c'est du text-to-speech. Donc ça veut dire que c'est des une voix synthèse vocale qui lit réellement. Alors je l'ai écouté, c'est quand même de bonne qualité. On entend que c'est pas une vraie voix, mais c'est pas relou à écouter sur tout un article. Vous avez fait ça avec Microsoft, Sacha, je l'interrogeais un peu là-dessus. Je crois que c'est votre partenaire et vous avez assez participer à la co-création. C'est pas juste une API que vous avez branchée. Non, il y a eu un gros travail. Sacha a beaucoup travaillé dessus, notamment aussi avec Julie Lelièvre qui s'occupe de tout ce qui est nouvelle plateforme. Il y a eu on a synthétisé 3 voix d'hommes, 3 voix de femmes pour avoir aussi éviter la redondance de la voix, pour qu'on puisse avoir vraiment des voix qui se ressemblent pas trop. Il y a eu un gros travail aussi sur tout ce qui est musique, habillage en fait de ces... Et alors, c'est marrant que tu dises que... c'est vrai qu'on se rend compte, bien sûr, on se rend compte que c'est pas forcément une voix tout de suite humaine, mais le résultat, on a le trouvé quand même bluffant. Et on a quand même des abonnés qui nous disent « Ah, là, on a des remontées de... Ah, là, j'ai entendu le journaliste qui a fait une coquille sur ce mot-là, il faut absolument lui remonter. » Et c'est pas... c'est pas mal, ça, comme retour. Tu te dis que vous avez bien bossé quand même. On a bien bossé, et c'est pas un résultat isolé. Il y a vraiment, je pense qu'il y a exactement, qu'il y a quand même beaucoup de lecteurs qui pensent que ce sont des voix de journalistes. Bon, écoute, tant mieux. Oui, tant mieux. Les gens les écoutent, c'est pas juste un effet de nouveauté, un peu je teste et puis je passe à autre chose. Alors, on l'a déployé du coup on l'avait déployé à 100% sur tous les articles. Le seul indicateur, je pense, que je peux te donner qui reflète vraiment... Alors, parce qu'on a lancé une campagne de communication quelques semaines plus tard, donc bien sûr, ça a gonflé les chiffres en termes de visiteurs uniques, Je pense que le seul chiffre qu'on peut vraiment te donner et qui je trouve qui montre le résultat et vraiment le succès, c'est que juste avant de lancer la campagne de communication, le temps moyen passé dans l'application, il est passé de 13 à 14 minutes. Donc on a gagné 1 minute. Ce qui est proportionnellement beaucoup. Pour nous, c'était beaucoup. Oui, parce que c'est sur des réseaux au volume, ça bouge pas trop. Exactement. Et on a quand même un taux de complétion, donc ça veut dire un taux d'écoute moyen de 70%. Donc ça veut dire que les gens écoutent quand même jusqu'au bout. Presque jusqu'au bout. Donc ça, on l'avait lancé à 100% dans cette application. Et là, on l'a lancé dans notre application, l'application phare du monde, cette application noire qu'on appelle l'actualité en continu. Et on l'a lancé en A/B test, parce qu'il y a une question à laquelle on n'a pas réussi à répondre justement en le mettant dans la matinale, c'est est-ce que nos utilisateurs sont engagés parce qu'ils écoutent de l'audio, ou c'est parce qu'ils écoutent de l'audio qu'ils sont... Et c'est ça. C'est l'œuf et la poule en fait. Ouais. Donc ça, on s'est dit, on va absolument pouvoir répondre à la question de est-ce que la version audio, elle génère plus de rétention, ou si c'est le contraire en fait, c'est parce que les gens sont plus naturellement déjà on a une rétention plus forte qu'ils écoutent de l'audio. Et c'est pour ça qu'on l'a lancé en A/B test sur l'application noire. Voilà, exactement. Écoute, à voir, c'est intéressant. Tu as dû voir que le New York Times avait lancé son application audio avec plein de contenu. Je ne sais pas si tu as un peu testé, etc. Dans une application distincte. Ça fait partie un peu de ce que vous faites là, tester des nouveaux territoires en disant il peut y avoir un journalisme audio demain un peu plus fort que juste un text-to-speech. Alors c'est vrai que sur le New York Times, c'est vrai que c'est impressionnant cette application audio. Nous, on n'a pas encore trouvé de modèle économique sur l'audio. Donc pour l'instant, on réfléchit plutôt à, par exemple, cet A/B test, on voulait répondre à la question de est-ce que cette fonctionnalité d'audio
elle a un intérêt sur le long terme, Bah oui. en termes de rétention et même d'acquisition, parce que et aujourd'hui, nous, on n'a pas encore trouvé le parfait modèle économique, notamment sur les podcasts. On se pose encore la question. Voilà. Il est dur le modèle économique sur les podcasts. Il est Hein. très- Je veux dire, on peut en parler. Non mais Oui, ouais, bien sûr. Alors nous, on a ce truc un peu particulier chez Orso Media et qu'on est sur des talks plutôt B2B, mais plutôt on voit cette concentration dans l'industrie des labels, etc. C'est dur de trouver un modèle, notamment pour vous, sur du narratif ou ce genre de choses. Mais c'est des beaux avantages pour les abonnés, par contre. C'est des beaux avantages, c'est vrai. On a l'heure du monde, on a le goût de M, on a Chaleur humaine. Ouais, cartonne. Qui cartonne. Après, c'est vrai que notre PDG nous le rappelle. Voilà, on fait de la concurrence avec un Radio France qui fait des excellents contenus en accès libre. Ouais. Donc, c'est difficile, en fait, d'aller chercher de la monétisation là-dessus. On n'est pas sûr que l'abonnement, en fait, ce soit, même s'il y a beaucoup de messages de soutien, ça pourra convertir une partie des auditeurs qui étaient en accès libre. Mais sur le long terme, il faut qu'on arrive à trouver la bonne monétisation, donc à tester, ce qui n'est pas évident sur l'audio. Ouais. Donc aujourd'hui, on tâtonne encore là-dessus. Ouais, c'est encore des nouveaux territoires. C'est des nouveaux territoires, voilà. Et tu peux nous en dire un peu plus sur Chaleur Humaine, justement, donc c'est podcast plus une newsletter. Hein. Ouais. Quel bilan tu dresses? Puis est-ce que ce succès peut être répliqué sur d'autres verticales dans la mesure du possible? Alors, le succès, il est aussi très largement porté. Alors, c'est Chaleur Humaine, oui. Hein, là, maintenant, on a à peu près 34 000 inscrits à la newsletter. Là, récemment, Nabil Wakim, donc, qui porte ce podcast et newsletter, a annoncé qu'on avait dépassé le million d'écoutes sur les différents réseaux sociaux. Il l'a évoqué. Moi, je trouve que c'est un dispositif qui est merveilleusement incarné par Nabil Wakim, voilà, qui incarne en fait tous les sujets environnementaux qu'on porte depuis des années en fait. C'est pas Chaleur Humaine, c'est pas un sujet qui est nouveau, ça veut dire maintenant c'est comment faire face aux défis climatiques. Mais je trouve la rédaction du Monde, ça fait très longtemps qu'ils prennent la parole sur l'environnement via la rubrique Planète et je trouve que Chaleur Humaine ça vient en plus en fait, ça vient vraiment donner une nouvelle dimension via des canaux qui sont un peu différents, notamment la newsletter et podcast. Donc oui, on est content, mais on veut pas s'arrêter là. Ça veut dire que pour la direction de la rédaction, pour Jérôme Penoglio notamment, ce que je comprends c'est que Chaleur Humaine, c'est un format. Voilà. Par contre, à terme, il faut que l'environnement, le sujet de l'environnement soit porté au sein de toutes les rubriques. Ça peut pas être incarné que via Planète. Ça peut pas être une rubrique, ça peut pas être juste un format ou un média dans le média. C'est ça, exactement. Ça doit être partout. Ça doit être partout, incarné par tous les services. Et comme on parle d'environnement dans la politique, d'environnement dans la société, d'environnement dans l'économie, ça doit s'incarner partout. Et après, par contre, je trouve ce type de format qui permet d'aller chercher quand même de nouvelles audiences via l'audio ou via la newsletter, ça peut se décliner. On a lancé notamment la newsletter d'Aaron Daron aussi. À laquelle je suis abonné, qui est très très bien. Qui est super. Elle est vraiment super. Alors, c'est un stand d'Aaron Daron, mais elle est top. Je la partage à ma femme, on en discute. Il y a vraiment toujours des trucs qui sont très fins. Là, le dernier, c'était sur les smartphones, je crois. Oui, les écrans qui... Papa, il passe la moitié de son temps sur le téléphone. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que la journaliste n'a pas forcément toujours... Enfin, la journaliste n'a pas forcément toujours la réponse. Ouais, non, elle s'interroge. Elle s'interroge parce qu'elle-même est dedans et elle n'a pas la réponse, mais très, très chouette newsletter. Donc ça, c'est des vrais succès d'audience, ce genre de newsletter. Alors, c'est effectivement, par exemple, cette newsletter et les contenus associés, ça marche très bien. On a eu plusieurs tribunes aussi sur l'éducation des enfants, avec des pour et des contre, notamment il y avait le papier de Caroline Goldman. Et ça, la parentalité, c'est un sujet côté rédaction qu'ils ont envie de développer parce que c'est important de parler de la famille, c'est important de parler aussi des enfants, de comment se compose un foyer. Je pense que ça fait partie aussi des sujets qui vont être des verticales qui vont être développées en fait, comme on l'a fait avec Chaleur Humaine et qui vont être vraiment renforcées. Qui est un peu mieux incarné aussi, ça donne un petit peu de... Parce que voilà, le Monde, ça peut être la grosse rédaction, etc. Je trouve que c'est bien de voir des visages, d'avoir des noms un peu qui sortent un peu du lot, en dehors de plumes qu'on peut connaître, qu'on peut suivre, etc. Mais je trouve que pour le commun des mortels, c'est bien d'avoir un peu des choses un peu plus intimes, un peu plus... et incarnées par quelqu'un qui incarné. Exactement, ça c'est vraiment très chouette. Si on se projette un petit peu dans le futur, alors petit retour quand même au passé, vous avez sorti une version en anglais. Je sais pas ce que tu peux donner comme bilan là-dessus, business-wise ou Matrix, selon ce qui t'arrange, c'est ce que tu peux dire, évidemment. Alors, on n'en donne pas beaucoup aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est encore assez nouveau. On est globalement, on continue et on est content. On traduit à peu près entre 30 et 50% de nos contenus tous les jours.
Voilà. C'est un énorme boulot quand même. C'est un énorme boulot. C'est en interne ou c'est de la presta Non, c'est fait avec une équipe de traducteurs. Alors, il y a une première couche qui est faite via le CMS, via DeepL. Ouais, en fait. D'accord, ok. Et après, c'est relu par une équipe de traducteurs. Et c'est relu par une équipe de traducteurs et relu par nos équipes éditoriales. Donc, il y a quand même un travail conséquent de nos équipes Mais c'est éditoriales. Intéressant quand même. La première couche, elle est automatique. Il y a par DeepL, qui est un super outil de traduction en l'occurrence. Exactement. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'intelligence artificielle qui a fait un bond vraiment ces dernières années. Ça faisait des années. Moi, chaque année, on parlait avec la direction générale de quand est-ce qu'on se lance en anglais. Ouais. C'est vraiment grâce à l'intelligence artificielle, justement, qu'on s'est dit, on y va. En fait, on y va. Ça suffira pas parce que jamais le monde ne pourrait se lancer que via un outil d'intelligence artificielle. Il faut qu'il y ait une couche très forte, très majoritaire. Pas permettre sur tout le monde. Surtout le monde. Surtout le monde de faire un truc un peu approximatif. Et l'idée derrière ça, spontanément, moi je me dis vous arrivez à un espèce de plafond en France. Alors il y a 1 million, il y a encore la moitié à aller chercher, etc. Mais se dire demain le monde peut être le New York Times et avoir une version et être un média référence dans le monde. Vous allez chercher des abonnés anglophones, c'est ça, qui peuvent être abonnés au New York Times et au Monde, etc. Ça marche, les gens s'abonnent. Alors ça marche bien, les gens s'abonnent. Alors on a une audience abonnée particulièrement forte aux États-Unis. D'accord. Où je pense il y a déjà une culture forte de l'abonnement sur les médias. Aussi en Europe quand même, ça marche bien, mais c'est vrai que le gros de notre portefeuille du monde en anglais, il est aux États-Unis. Et avec ces stratégies de ce qu'on appelle second read, c'est une deuxième lecture. Ça veut dire que le monde vient en abonnement complémentaire d'un New York Times. C'est des gens qui ont envie d'avoir une vision un peu différente, pas celle forcément d'un média américain, mais d'un média français sur l'actualité internationale. C'est un peu le contraire de ce que propose Courrier, justement, Courrier International. Ouais, bien sûr. Articles, mais qui marche bien, justement, et Courrier marche très bien aussi grâce à ça, parce qu'il propose une alternative. C'est ce qu'on essaie de proposer. Donc oui, pour l'instant, le marché américain est celui qu'on cible le plus. Vous êtes agressif, vous avez des grosses actions marketing d'acquisition, parce que là c'est des nouveaux marchés, donc tout est différent. Il suffit pas de traduire tes pubs et tes campagnes marketing d'acquisition pour que ça marche. Alors on essaie d'être agressif. Alors on n'a pas forcément d'équipe dédiée aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les équipes aussi côté. On a une personne bien sûr qui est en charge aussi bien de l'audience que des abonnements, mais on n'a pas d'équipe encore dédiée sur la partie marketing. C'est une personne qui travaille au sein de nos équipes existantes, donc on fait avec le savoir-faire français. Mais on a lancé notamment un partenariat. On a très vite avec le New York Times. Voilà, on a échangé beaucoup avec eux. Et au lancement du Monde en anglais, ils ont fait la promotion d'une offre d'abonnement. On avait fait 2 mois offerts, puis un tarif d'entrée qui est à 2,49 €. Et le New York Times l'a promu sur ses adresses abonnées, avec une affinité plutôt européenne. Voilà, sur des contenus européens. Ouais, est-ce qu'ils connaissent bien et ils sont capables de segmenter et de voir ceux qui ont une appétence européenne ou basée IP, etc. Il y a plein de choses comme ça. Et en contrepartie, nous, on a promu l'offre du New York Times sur nos abonnés avec une offre dédiée à nos abonnés pour leur faire connaître le New York Times ou les faire se réabonner s'ils avaient déjà été abonnés auparavant. Et eux, comme ils veulent toucher aussi une audience française, ça les intéressait. Voilà, c'est ça. Et on va sûrement le refaire à nouveau. C'est intéressant parce que tu pourrais imaginer, alors c'est peut-être un peu basique, que vous êtes un peu concurrent. Alors tu l'as dit de manière très modeste, c'est du second read, je sais pas comment tu le dis, mais voilà. Donc, et eux en ont peut-être probablement aussi bien conscience, mais vous parlez simplement là-dessus, faire des actions marketing croisées, eux ils ont aucun problème avec ça. Alors ils le font pas normalement. C'était vraiment là il y a une opportunité, je pense assez forte. C'est aussi fait avec les bonnes personnes en interne. C'est ce que j'allais dire, c'est forcément une histoire de personnes. Ouais, on a notamment travaillé aussi beaucoup avec Maxime Leroy, voilà, qui est français et qui travaillait là-bas. Qui a aidé un peu à faire le go-between. Exactement, qui nous a bien aidé. Je pense qu'il a pu supporter aussi la mission et les valeurs du monde en interne. Voilà, parce que c'est vrai pour le New York Times, je pense qu'on est relativement petit. Enfin, on reste. Voilà, on reste petit, même si nous on a l'impression en France, voilà, d'être important. C'est une question de perspective. C'est une question de perspective. Et non, c'est vrai qu'ils nous ont dit normalement on fait pas ça, mais là on a un vrai intérêt. On leur a beaucoup parlé effectivement de nos audiences jeunes, ce qui les a intéressés. Et ce qui a permis de faire ce partenariat. Et nous, on préfère valoriser un gros partenariat et se dire on va toucher des audiences aussi importantes côté des États-Unis. Et on a fait le bon choix parce que c'était un peu un pari. On se dit, le New York Times, il n'y avait pas trop de risques. Non, oui, c'est pas un gros risque, mais vous, oui, quand même. Ça nous a quand même rapporté pas mal d'abonnés pour le monde en anglais et on était très contents et je pense qu'eux aussi. Bon, écoute, tant mieux. Donc, a priori, vous le renouvelez ça et donc ça va continuer avec un objectif d'en traduire
plus ou c'est stable? Là, c'est quoi maintenant? C'est se dire on n'investit pas plus, faut engranger de l'abonné, etc. On verra plus tard. Là, je pense que l'idée, c'est de stabiliser. Aller à un niveau supérieur, ce serait peut-être trop conséquent en termes de coûts. Voilà, donc là, je pense que c'est plutôt stabiliser, voir comment ça marche, voir si on traduit les bons contenus, est-ce qu'on passe pas à côté de contenus qui pourraient être des contenus plutôt société qui pourraient être traduits. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, la rédaction essaie de bien se stabiliser là-dessus. Et je pense qu'on verra ensuite. Aujourd'hui, on est vraiment sur de la traduction pure. Il y a plein d'horizons qui peuvent s'ouvrir, mais aujourd'hui, c'est pas du tout la question. D'accord. En termes d'horizon, la question un peu, est-ce que c'est quoi ta priorité? Est-ce que c'est faire croître ton nombre d'abonnés ou augmenter le panier moyen, justement comme le New York Times, si tu avais une priorité à choisir? Alors en ce moment, on a une priorité qui est forte, qui est la rétention. Ça veut dire que aussi avec le désabonnement en ligne qui arrive, mais bon, je pense que on a déjà beaucoup de gens qui se désabonnent en ligne via Apple, via Google, via Subscribe Google. Donc nous, effectivement, comme tu le disais, rétention. On a vraiment... Parce que c'est le low hanging fruit, c'est le plus simple à travailler quelque part, et vous avez peur que que ce soit tellement simple que les gens le fassent. Pourquoi cette stratégie sur la rétention? C'est hyper important, j'en ai bien conscience. Mais pourquoi c'est la priorité numéro 1? Alors parce qu'il y a un double contexte qui est celui-ci du désabonnement en ligne, un contexte aussi, comme je le disais tout à l'heure, inflationniste sur 2023, où c'est de plus en plus dur de rester à un abonnement qui est pas celui d'une box ou d'un mobile ou d'un entertainment comme Netflix ou un autre. Donc on se dit effectivement là, les recrutements sont toujours, on a de la chance, je pense, pour le monde, on a des recrutements qui sont toujours hauts, qui sont très portés par les articles, qui sont riches et divers. Néanmoins, c'est vrai que ça va être plus facile d'aller retenir des gens. On les a déjà. Voilà. C'est ça, tu as fait l'effort de les convaincre, d'avoir leur numéro de carte, etc. Donc c'est peut-être plus héroïste, quelque part, d'aller s'adresser à eux que d'essayer de convaincre de nouveau. Exactement. Même si vous faites tout, évidemment, en parallèle. Mais la priorité, c'est là-dessus qu'il y a le plus de résultats. Exactement. Et puis aussi, dans un contexte où tous les prix augmentent, on a augmenté aussi notre tarif. Nous, on est passé de 10 € pour l'offre essentielle, 15 intégrales et 20 familles. On a augmenté de 1 € aussi tous les prix. Donc ça a aussi joué pour augmenter le prix moyen. Écoute, très clair. Et est-ce qu'il y a, alors peut-être on l'a un peu esquissé, mais est-ce qu'il y a un type de format ou de produit que tu considères comme un potentiel relais de croissance? Alors je pense notamment peut-être à ce qu'on a dit sur chaleur humaine, ce genre de combo, de vertical très incarné. Est-ce que tu penses que ça peut faire venir des nouveaux abonnés? Oui, ça peut faire venir. Alors nous, moi je crois beaucoup au développement dont je te parlais au début sur les réseaux sociaux, les plateformes. Nous, c'est maintenant comment on arrive aussi niveau marketing à investir ces plateformes. Par exemple, un TikTok, quand on investit en termes marketing, ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait avant sur un Meta où on mettait en ligne l'article en payant. Tel quel, quoi. C'est ça. Là, on passe par vraiment de la production vidéo, c'est nouveau aussi pour nous. Donc là, pour nous, il y a des leviers aussi en termes de croissance marketing qui sont hyper importants. Comment on va séduire des populations plus jeunes pour les faire venir. Oui, il y a un autre sujet aussi où on a les lives qui sont des formats qui drivent énormément d'audience gratuite. Quand tu dis les lives, c'est les articles live type sur l'Ukraine, sur les élections. élections. On en a beaucoup, on a fait quasiment presque x3 en nombre de productions de live entre 2022 et 2021, c'est énorme. Ce qui a fait énormément grossir la part des lives dans notre audience. Et la question qu'on a aujourd'hui, moi je trouve que c'est plutôt un challenge niveau marketing, c'est ok, donc ces formats sont gratuits, ils sont pas toujours monétisés, ça veut dire qu'on n'a pas forcément de publicité, notamment sur des contenus sensibles comme l'Ukraine, et c'est comment on arrive à convertir des gens qui viennent régulièrement. Bien sûr. Et à leur dire, bon, maintenant il faut... Quel call to action, quel message, quel discours pour ces gens qui sont captifs là, je les monétise d'une manière ou d'une autre. C'est ça. Sachant que la volonté de la direction, la volonté de la rédaction, ça reste d'avoir un format gratuit pour le live, qui ramène des gens, c'est presque une mission de service public là. Ouais, bien sûr. Tu as un devoir de couvrir des sujets. Mais en côté direction marketing et produits, notre devoir aussi, c'est de se dire, ok, à quel moment sur ces énormes bases adressables, on leur dit, écoutez, maintenant, voici le modèle économique, il faut nous soutenir parce qu'on en a besoin en fait. C'est là, ça demande beaucoup de temps aux journalistes, c'est de la super production, c'est vraiment très quali. Bien sûr, il y a nos articles payants à l'intérieur des lives qui renvoient. Donc
faire le modèle économique qui renvoie vers des articles payants, donc ça nous aide. Il y a peut-être mieux à faire. Il y a peut-être, en tout cas, vous testez. On va commencer à réfléchir, je pense, à tester. Tu peux faire des offres en live avec, je sais pas, un code promo sur un live. On va dire un truc plus léger, élection ou sport, mais tu vois, pour vous avec un compte à rebours, j'en sais rien. Tu vois, mais trucs très dynamiques. On pourrait très dynamique en mode, il se passe un truc, on a du monde, on lance un truc, puis on voit, quoi. Bon, c'est une super idée. Ouais, c'est des idées. En termes de live, j'en parlais justement avec le temps. Ils en ont fait un super, le temps en Suisse, sur l'IA. Donc, et en fait, qui était une bonne occasion aussi d'avoir des lives. Je trouve que ce format-là, comme tu le dis, marche vraiment bien. Chercher de nouvelles audiences. Ouais, chercher des nouvelles audiences, exactement. Ok, donc le live 3 fois plus, tu dis, vous en avez fait. On a fait quasiment 3 fois plus. Ça veut dire que vous avez quand même élargi le scope des sujets éligibles au live. Bien sûr, on a fait beaucoup plus de sujets traités. Après, on a eu un live Ukraine qui a été tellement riche et qu'on a fait de manière continue et qui continue encore. Qui continue avec encore. Des lecteurs qui viennent régulièrement s'informer. Ouais, ça continue. Et tous les jours, vraiment. Et il n'y a pas de lassitude là-dessus? Pour une grosse part de lecteurs, non. Ils viennent voir s'il n'y a pas un événement important qu'ils auraient raté ou quitte à venir 1 fois, 2 fois, pour certains beaucoup plus. Écoute, à suivre les lives. Donc, par contre, tu dis, voilà, ça marche bien. Juste que j'essaie de retenir les idées, mais on peut encore améliorer les passerelles marketing, abonnement, la monétisation et la conversion de ces audiences massives. Nous, là, en termes de qu'est-ce qu'on peut proposer, en tout cas, à la rédaction, pour se dire, ça reste un format gratuit, c'est un format qui doit informer au sens public, mais derrière, comment on monétise. C'est ça, comment exactement. Top. Écoute, on est au bout de cet épisode. Lou, est-ce que tu as, alors c'est un peu le gimmick de Mediarama, est-ce que tu as un truc cool à nous partager qui est sur le sujet de ton choix, qui n'a pas forcément de rapport avec le monde? Moi, ça a souvent quand même des rapports avec les médias ou le monde. Dans les trucs où on a dit pas mal de choses, mais qu'est-ce que je pourrais te dire? Un truc que j'adore, qu'on a développé avec Sacha en 2019, mais moi qui me passionne, c'est le empêcher les lecteurs de lire de manière simultanée. Et ça nous a connexions simultanées. Et ça nous a beaucoup occupé avec Sacha. Ça marchait bien. Ça marchait bien, ça inspirait beaucoup de Spotify là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous aide beaucoup encore aujourd'hui. Et on voit que ça nous ramène vraiment des prospects tous les mois, d'entreprises notamment. Oui, sur les accès simultanés des entreprises, effectivement, il y a un vrai sujet. Alors, c'est moins cool pour les lecteurs. Oui, non, mais je l'ai eu parce que j'ai partagé un moment. Après, je pense que ça fait partie du jeu parce que, comme tu l'as dit, t'es hooké et en fait, si tu vois ça, t'as un peu de frustration qui arrive et puis au bout d'un moment, tu prends ton propre abonnement, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en plus, là, juste à ce moment-là, ça continue, on se dit, c'est bien, maintenant on a développé nos familles, nos offres intégrales, et on voit que Netflix, en fait, maintenant empêche, a beaucoup restreint, justement. Là, en ce moment, c'est le gros sujet. Oui, puis moi, je me suis fait augmenter, là, récemment aussi sur Netflix, justement, je pensais quand tu partages de comptes. Le partage des comptes, c'est assez... Parce que j'ai l'impression qu'ils font ça de manière un peu... compliqué, Netflix, parce que en fait, si t'as des enfants dans ton foyer qui habitent pas, il va falloir se reconnecter, il y a des histoires, il faut te connecter sur le Wi-Fi de la maison 1 fois par mois, enfin des trucs un peu délirants. Puis à côté, t'as des services comme Split, je sais pas si tu connais. Le monde est dessus en tout cas. Voilà, et qui permettent a priori de partager des comptes et tout. Donc je trouve qu'on n'a pas encore bien craqué le code peut-être sur ces histoires de comptes en groupe, etc. Je regarde ça d'assez près. Après, c'est normal quand on a un compte de pas pouvoir le payer, mais il faut faciliter peut-être les entre amis ou des groupes. Des formules de groupe. Je sais que sur Netflix, c'est très facilité parce qu'un de mes tout petits neveux, mais vraiment tout petit, nous a fait passer sur l'offre la plus chère sans faire exprès. Sympa. Et on s'est dit, en quelques secondes, c'était fait. Donc C'était simple. L'expérience était très simple. L'expérience fluide, produit parfait. C'est magnifique. Écoute, très cool. Pour ma part, c'est une fonction de Photoshop dont on a beaucoup parlé ces derniers jours sur l'IA. Tu as dû voir, qui s'appelle Generative Fill, qui permet dans une image à un créatif, alors un créatif ou un non créatif, mais qui aurait Photoshop, de générer automatiquement le reste d'une image. J'ai vu un bel exemple dont je mettrai le lien dans les notes de l'épisode à partir de pochettes de disques. Donc des pochettes célèbres du Michael Jackson, des Beatles, etc. Ils en ont fait plein et l'IA imagine ce qu'il y a autour de ces pochettes. C'est bluffant, c'est l'IA, passionnant. C'est passionnant, c'est à la fois terrifiant, passionnant, etc. Donc je continue de diguer. Je sais que j'en parle beaucoup à ce micro, mais
parce que c'est important. On n'a pas tant parlé, on a parlé de DeepL si quand même un peu aujourd'hui, mais c'est parce que ça bouleverse notre monde. Donc je mettrai le test, vous irez voir ça, Generative Fill dans Photoshop. Lou, merci pour ton temps. Un grand merci à toi. J'ai l'impression qu'il y a encore plein de sujets qu'on aurait pu traiter, mais on arrive au bout, et puis ce sera peut-être l'occasion de faire un deuxième épisode. On remercie Sacha aussi qui m'avait mis en relation et permis de faire cet épisode. Et puis c'est tout. Eh ben, un grand merci à toi, c'était un plaisir. Et bon, merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.